D'abord, un expert de marché vient combattre le consensus. Marc Giraud nous rejoint. Marc Giraud est cofondateur de HMG. Il prend son temps, Marc, on est bien, on est le 25 août, on a encore le temps de voir venir et on est surtout ravis de l'accueillir. Bonjour Marc. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Bonjour. Les rachats d'actions, il y en a beaucoup, et notamment aux États-Unis, et ça tombe bien parce que souvent les rachats d'actions sont favorables aux actionnaires. Certains le pensent. Mais pas vous, vous dites même bullshit. Vous foudroyez cette idée que les rachats d'actions seraient une aubaine pour les actionnaires. Pourtant, l'idée est répandue. Pourquoi vous ne la partagez-vous pas ? D'abord, je me méfie toujours de la pensée unique. Une pensée unique au sujet des rachats d'actions, c'est censé être radicalement bon à la fois pour les sociétés et pour les actionnaires. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En effet, vous l'avez compris. Pour moi, les rachats d'actions ne se font pas dans l'intérêt des actionnaires et ne se font pas non plus dans l'intérêt de la société. On parle de retour à l'actionnaire. Alors, c'est un horrible anglicisme, bien sûr, mais il n'y a pas vraiment de retour à l'actionnaire, en fait. Ou alors, s'il y a un retour à l'actionnaire, c'est simplement que la société utilise sa trésorerie, qui appartient à tous les actionnaires, pour racheter les actionnaires qui vendent. Les actionnaires qui vendent sont ceux qui ne croient pas à la société. Donc en fait, les rachats d'actions, c'est faire financer par les actionnaires fidèles qui croient à l'entreprise la sortie de ceux qui ne croient pas à l'entreprise. Et pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de choses. Exemple Intel ? Intel, c'est un exemple, oui, bravo, merci. Typique, si vous voulez. Depuis 2015, c'est-à-dire depuis 10 ans, Intel a racheté pour 33 milliards de dollars d'actions, dans les 50-60 dollars en moyenne, quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, ça vaut 30 dollars, peut-être même moins. 25,40 $ en ce moment. Oui, donc sur les 33 milliards de dollars qu'ils ont investis, c'est à peu près le tiers de ce que ça vaut aujourd'hui en capitalisation boursière totale. Donc tous les actionnaires qui ont vendu ont bien vendu, mais ceux qui sont restés fidèles à la société, ils auraient mieux fait de toucher un dividende plus important. Et s'ils croyaient vraiment à la société, ils pouvaient en racheter en bourse à des prix probablement inférieurs, puisque la société ne leur faisait pas concurrence sur le marché. Ça serait vertueux, ça. Julien. Moi, je perds un peu mon latin, Marc, pardonnez-moi. Quand vous regardez, je veux bien croire que les rachats d'actions ne suffisent pas en tant que tels à faire monter le cours d'une entreprise, mais si on ne les fait pas, on chute. Regardez par exemple Société Générale, qui a très bien réussi la dernière session des résultats. Dans la liste des choses qu'il fallait annoncer aux actionnaires, ça avait été dit lors des previews, avant les résultats, il y avait des rachats d'actions. Ce qu'ils ont fait. Ils ont annoncé des rachats d'actions, le titre est monté, pas de souci. Mais ne l'aura-t-il pas fait que nous aurions été bien mal en point ? Oui, peut-être, mais... Alors, il fut un temps, si vous voulez, dans les années 70, les rachats d'actions étaient interdits et la SEC aux États-Unis considérait que c'était une forme de manipulation de cours. Donc, vous l'avez bien dit, quand les sociétés rachètent leurs actions et que ça fait monter l'action, pour les Apple, on en parlera éventuellement plus tard, et il y a un impact. Si les rachats d'actions sont suffisamment importants, il y a un impact sur le cours de bourse. C'est une forme... C'est une manière pour la société de faire monter son cours de bourse, pas forcément en annonçant des meilleurs résultats, mais simplement en asséchant l'offre sur le marché. Oui. Et à une époque, la SEC m'a même estimé que les rachats d'actions étaient une forme de manipulation de cours. Ils étaient même interdits, ces rachats d'actions, par la loi en France. Tout à fait. C'est relativement récent. C'est la recherche universitaire qui a subitement découvert les rachats d'actions et qui a pensé que c'était une bonne idée. Alors, je vais vous épargner tous les aspects théoriques de la chose. Vous allez encore dire que les universitaires sont hors sol et que c'est de leur faute. Oh, si je puis me permettre, il y a M. Kiri de HEC est d'accord avec vous. En matière de bourse, effectivement, il y a un gros écart entre la théorie universitaire et la pratique. Alors parfois, la théorie universitaire est tellement puissante qu'elle finit par modifier la pratique et la pratique se plie à ces recommandations, comme c'est le cas par exemple pour les rachats d'actions. Mais il y a des gens, par contre, qui ont très vite compris que cette histoire de rachat d'actions, c'était une mine d'or pour eux. Un lobby, le lobby des banquiers d'affaires, et je suis désolé, je suis un peu véhément aujourd'hui, je reviens de vacances, je suis assez pugnace. Le lobby des banquiers d'affaires et des avocats d'affaires, ce sont des gens qui ont de suite compris qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner. S'il y a beaucoup d'argent à gagner, on entend aujourd'hui qu'un son de cloche, c'est le leur, qui est favorable au rachat d'actions. C'est-à-dire, il faut nous expliquer, les avocats d'affaires, les banquiers, c'est quoi leur intérêt pousser les rachats d'actions ?
Et pourquoi est-ce qu'ils en font donc autant la promotion? Les rachats d'actions, c'est alors pour donner déjà une sorte d'ordre de grandeur, hein, depuis 3-4 ans aux États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars par an de rachats d'actions. Donc c'est quand même très important. Les banquiers d'affaires, les avocats d'affaires, il y a tout de même une réglementation assez importante qui entoure tout ça. Et leur métier, c'est de faire passer ce qu'il faut passer pour que ce soit approuvé. Donc il y a des commissions pour eux, à chaque fois qu'ils organisent pour le compte des sociétés les rachats d'actions. Même avec un tout petit pourcentage, on a vite fait de gagner quelques centaines de millions de dollars, voire même quelques milliards de dollars sur un rachat total de 1000 milliards. Cela dit, si on regarde par exemple chez Apple, c'est même une philosophie, une partie importante du business model, les rachats d'actions. Ça n'a pas enrichi que les avocats d'affaires, ça a pas mal enrichi les actionnaires aussi. Oui, c'est tout à fait vrai. Apple, ils ont racheté depuis 10 ans alors c'est des chiffres, ça fait un peu rêver, quoi. 700 milliards de dollars d'actions. 700 milliards de dollars d'actions, je rappelle simplement pour qu'on mette ça un peu en perspective, c'est 2,5 fois la capitalisation boursière totale de LVMH, par exemple. La capitalisation boursière de Apple aujourd'hui, ça doit être autour de 2700 milliards 3800 plutôt. 3800, entre 3300 et 3700. Ah oui, je n'ai pas actualisé mes cours récemment, manifestement. Donc ça continue à monter tant que ça peut. Alors, il y a un coup d'arrêt cette année, mais bon. Et 700 milliards par rapport à 3000 plus milliards de dollars de capitalisation boursière, ça a un impact certain. C'est favorable au cours. Bon, à Apple, vous me direz, ils ont une telle trésorerie qu'ils peuvent se permettre de racheter des actions. Mais encore une fois, je pense que ça serait plus vertueux si Apple distribuait ses bénéfices, que les actionnaires payent l'impôt sur les bénéfices, ça ferait plaisir à M. Trump et à beaucoup de gens, et qu'avec cet argent-là, ils rachètent plus d'actions d'Apple s'ils y croient vraiment. Oui, oui. Et les dirigeants des entreprises s'enrichissent au passage à travers les rachats d'actions. Les dirigeants des utile aussi de ce point de vue. Ils n'ont pas forcément une religion très claire sur le sujet, mais ils prêtent une oreille très attentive à ce que viennent leur dire les banquiers d'affaires et les avocats d'affaires. Pourquoi ? Parce que ce sont en fait les principaux bénéficiaires de l'opération, pour 2 raisons. Première raison, c'est que beaucoup de dirigeants d'entreprise sont jugés par la bourse notamment sur ce qu'on appelle la rentabilité des capitaux propres. Oui. Vous prenez le bénéfice, vous divisez par l'actif net de l'entreprise, oui. Et si ce ratio monte, c'est bon pour tout le monde. Si on annule des actions, ce qu'on fait quand on rachète des actions, si on annule des actions, le rendement sur capitaux propres augmente. Oui, même si le bénéfice n'augmente pas du tout. C'est ça. Donc il y a 2 manières, si vous voulez, d'augmenter le rendement des capitaux propres. Soit on rachète des actions, on les annule, soit, ça c'est la manière facile, et la manière difficile, c'est de faire ce qu'il faut pour que le bénéfice d'entreprise augmente. Et donc les dirigeants d'entreprise sont assez sensibles à la manière facile. Puis il y a une autre manière, et aussi une autre raison, si vous voulez, c'est que la majorité des rachats d'actions aux États-Unis, c'est dans le secteur de la tech. Le secteur de la tech distribue énormément d'actions gratuites ou quasiment gratuites à ses dirigeants. Donc c'est une sortie facile pour ces dirigeants, le moment venu, surtout si le cours a monté grâce au rachat d'actions. C'est du tout bon pour eux. Bon voilà, tout le monde a pris. Là, c'est une rentrée en fanfare, Marc. Voilà, les rachats d'actions n'ont pas que du bon pour les actionnaires ou les petits actionnaires. Voilà, c'est votre point de vue à retrouver en replay. Ce bullshitomètre. Un dernier mot sur l'actu du jour quand même. Puma, la famille Pinault envisage pourquoi pas, n'exclut pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. N'exclut pas de céder Puma. Le titre Puma à Francfort gagne 16% aujourd'hui. Alors Puma a eu pas mal de soucis cet été. Ils ont lancé une baisse de leur rentabilité. Les prévisions sont un petit peu à la casse. Ils ont des problèmes manifestement de positionnement sur le marché, de circuit de distribution, etc. Ce que j'observe quand même, c'est que la dernière fois que la famille Pinault a sorti un élément important de son empire, c'était Fnac Darty. Ils l'ont sorti au plus bas. Ils l'ont distribué gratuitement à tous les actionnaires de Pinault. Et ensuite, ça n'a pas arrêté de monter derrière. Donc, il va falloir regarder l'opération de près. Oui, c'est qu'il y a des problèmes, mais si elle tombe dans de bonnes mains, il est possible que ce soit une très belle recovery dans la durée. Oui, Puma qui cherche à se positionner face à Adidas, qui cartonne, Nike qui revient en grâce aussi, qui se reconcentre, Nike, sur les équipements purement sportifs, un peu moins de sportswear quoi, pour la vie quotidienne, plus de pur sport. De fashion. Fashion, voilà, exactement. Et Puma qui va devoir se trouver une trajectoire entre les deux. Et on voit que Kering profite du fait que la famille Pinault pourrait céder Puma, puisque Kering gagne 0,4%. Peut-être qu'en cédant Puma, il y aura plus d'argent pour Kering. Non.
c'est pas des montants non plus colossaux, mais oui. bon, ça donnera une image plus claire, plus précise de Kering. C'est Marc Giraud, rarement vêtu de Puma, hein, mais plus en mode luxe, quoi. Non, je haut de suis gamme. plus en mode chaussures en cuir noir. Ouais, chapeau melon et bottes de cuir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Marc Giraud avec nous aujourd'hui, HMG.